Bonjour, merci de rester fidèle à votre émission Le Jury du dimanche sur iRadio qui a le plaisir de recevoir El Hadj Abdourahmane Diouf. Bonjour. Bonjour Mamoudou Ibrakan, mes félicitations et mes encouragements. C'est la première fois que je viens vous rendre visite ici et je suis très impressionné par les installations. Et j'espère que notre émission aura une qualité au moins égale à la qualité des investissements que vous avez faits. Mais merci, je l'espère aussi. Votre première comparution devant cette émission, votre première visite chez nous, mais premier jour de campagne aussi, Abdourahmane Diouf. Vous êtes le porte-parole de Rewmi et du candidat Idrissa Seck, candidat de la coalition IDI 2019 pour l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain. Abdourahmane, comment peut-on qualifier la troisième candidature d'Idrissa Seck à l'élection présidentielle prévue le 24 février? Merci déjà de nous donner cette opportunité de devoir commencer avec ce jury du dimanche à faire pratiquement la première grande communication de cette campagne électorale. Alors, comme vous l'avez dit dans votre bande-annonce, c'est la candidature de la maturité, c'est la candidature de l'expérience. Idrissa en est à sa troisième expérience présidentielle. C'est pour ça que vous avez vu que cette année, nous n'avons rien fait comme les autres. Nous n'avons pas été dans l'effervescence parce qu'avec l'expérience qu'il a avec son staff, nous avons... dans le silence. C'est la stratégie du silence. Pour quelqu'un qui parlait beaucoup aux yeux de l'opinion. C'est quelqu'un, vous savez, une stratégie électorale. La peur de parler? Non, pas forcément. C'est une stratégie du silence, c'est une stratégie de la maturité. Des fois, le silence parle plus et mieux que les paroles et les actes. Mais un candidat doit parler. Mais vous voyez, qu'en ne parlant pas de façon optimale comme l'attendraient certains Sénégalais, nous sommes en train d'avoir, en termes de jeu d'alliance, l'un des meilleurs résultats possibles. Est-ce que nous aurions eu ce résultat s'il avait continué à adopter la même stratégie qu'avant? J'ai l'habitude de dire... Est-ce que sa prise de position sur Baka et Maka a été un tournant par rapport à la stratégie de communication d'Idrissa Seck aujourd'hui? Ça a été l'objet d'une introspection. Vous savez, quand on a l'ambition de diriger un peuple, on doit avoir des accointances psychologiques avec ce peuple. On ne va pas revenir sur le débat de fond sur Baka et Maka, mais effectivement, nous nous sommes posé des questions sur la résonance du discours du président Idrissa Seck. Mais je voudrais vous dire très fortement que ce n'est pas cela qui est à l'origine de son silence. Le silence vient du fait que nous, de façon très précoce, nous avons pu voir que l'introduction du parrainage va introduire un changement de tempo dans l'élection présidentielle. Nous y avons réfléchi, nous l'avons vu tout de suite. Nous avions compris depuis le mois de septembre que ce sont les 4 dernières semaines qui seront déterminantes. La semaine des alliances et les 3 semaines de campagne électorale. Et nous avons bâti toute notre stratégie autour. Maintenant, qu'est-ce que Idrissa aurait pu dire qu'il n'ait déjà été dit? Et récemment, d'ailleurs, il l'a dit au mois de décembre en disant « Je ne vais plus critiquer Macky Sall ». Il l'a dit pour 2 raisons essentiellement. Ça a étonné quand même. Oui, mais il l'a dit pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est que nous avons été dans une phase de déconstruction du bilan et de l'action du président Macky Sall. Ça a duré du 11 septembre 2013, quand nous sommes sortis de la coalition, à maintenant. Finalement, nous nous sommes dit, on a fait le diagnostic, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et je l'avais dit avec vous ici, les Sénégalais n'ont plus besoin de personne pour se rendre compte de l'incapacité économique de ce régime. Donc ce n'est plus à nous de faire le travail parce que nous l'avons déjà fait. Nous avons été le porte-parole du peuple pendant au moins 6 longues années d'opposition. Comment peut-on parler? Oui, terminer votre raisonnement. La deuxième raison, justement, c'est que nous entrons maintenant dans une phase de construction et de proposition. Et on va en parler tout à l'heure. On va en parler, mais comment peut-on parler d'incapacité économique pour un gouvernement qui a depuis presque 5 ans fait un taux de croissance en moyenne de 6%. Oui, mais c'est l'éternel débat. Je pense que c'est avec vous que j'avais évoqué cette question l'année dernière en disant que même si on a un taux moyen de croissance autour de 6,7%, le premier argument c'est que c'est une croissance totalement extravertie. Ce sont des bénéfices qui ne sont pas redistribués aux populations sénégalaises. Ce sont des bénéfices qui vont à la France et aux autres pays investisseurs. Cet argent, je l'avais dit ici, ce n'est pas, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que la croissance ne se mange pas. Oui, elle se mange, mais elle se mange ailleurs. Si aujourd'hui, au-delà des agrégats économiques, si on regarde la situation politique au Sénégal, on dirait que notre économie elle est complètement désincarnée. Parce que le PSE
dont ils se gargarisent actuellement ne donnent pas les résultats économiques nets suffisants parce qu'il n'y a pas de cohérence interne au niveau du PSE. Le PSE, c'est une superposition d'un certain nombre de projets qui n'ont pas ensemble une cohérence globale. Je pense que nous avons déjà fait ce diagnostic et nous venons avec des propositions nouvelles pour mettre le Sénégal réellement sur les rampes de l'émergence. Abdourahmane Diouf, porte-parole du candidat Idrissa Seck et de Réumi, invité du jury du dimanche sur e-radio. Restons sur les questions politiques avant de revenir sur les questions économiques. Une semaine assez riche pour votre candidat. Ouais. Il y a les soutiens de Malick Gakou, de Moustapha Guirassy, Pape Diop, Hadjibou Soumaré, Amsatou Sow Sidibé et d'autres. Il y a aussi la décision d'Aïssata Tall Sall qui a rencontré votre candidat mais qui a préféré soutenir le président sortant Macky Sall. Comment vous comprenez ces soutiens? Voilà, moi je préférerais la décision d'Aïssata Tall Sall. Je préférerais insister sur les candidats qui sont venus vers IDI 2019, qui ont compris les enjeux, qui ont compris notre offre programmatique, qui ont compris le coefficient personnel d'Idrissa et qui ont décidé de travailler avec nous. C'est ça qui nous intéresse, nous. On va parler tout à l'heure du programme. Aujourd'hui, nous n'avons pas finalement bouclé notre programme parce que il était bouclé, il était en voie d'impression, prêt à être envoyé à la presse quand nous avons commencé les discussions. Et puisque nous considérons, nous, que ceux qui sont en train de venir avec Idrissa ne sont pas des ralliés, mais ce sont des alliés qui ont une certaine dignité, qui avaient des offres politiques qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, nous avons travaillé sur une convergence programmatique. Ils ont une dignité parce qu'ils vous soutiennent? Non, ils ont une dignité parce que... Et les autres qui ne vous soutiennent pas? Non, je ne le dis pas dans ce sens. Je dis qu'ils ont une dignité. Nous, on ne les considère pas comme des ralliés de la 13e heure. Nous les considérons comme faisant partie de notre projet. C'est pour ça que je dis qu'ils sont une dignité. Je ne le dis pas vraiment par rapport aux autres. Et j'ouvre la parenthèse sur la convergence programmatique parce que pour nous c'est important. Nous n'avons pas scellé ces alliances sur la base de négociations autour de portefeuilles ministériels ou d'autres strapontins gouvernementaux. Nous avons négocié sur la base de l'offre programmatique. Et c'est pour ça, je le dis à l'endroit des citoyens sénégalais qui attendent impatiemment notre programme. C'est pour cela que nous n'avons pas encore bouclé. Nous avons recueilli les propositions originales de tous les candidats qui sont venus travailler avec nous. Nous sommes en train de les intégrer et sous peu, nous aurons la version finale. Ce n'est pas du copier-coller, ça? Avec les programmes des autres? Non, c'est la convergence programmatique. Cela veut dire, au lieu d'aller à un gouvernement pour dire qui est-ce qui aura combien de nombre de portefeuilles, combien de directeurs généraux vous allez avoir, nous allons mettre en avant le Sénégal. Je viens avec vous, candidat Idrissa Seck, mais je ne vais pas vous suivre parce que vous êtes le plus beau, parce que vous êtes le plus intelligent. Je vais vous suivre parce que je considère que vous avez une bonne offre politique, mais moi aussi, Malick Gakou et les autres, nous avons une bonne offre politique et nous voudrions que vous en teniez compte. C'est ça que j'appelle, c'est une forme de dignité républicaine qui fait qu'on ne marchande pas sur des postes politiques, mais on marchande, on discute sur le destin du Sénégal. Soutien déjà acquis, d'autres soutiens. Est-ce qu'on peut dire vraiment que les soutiens de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et de Abdoulaye Wade, ancien président de la République, chef de parti, chef du PDS, de son fils Karim Wade, candidat recalé, que ces soutiens aujourd'hui sont attendus par Réumi? Ah oui, ils sont attendus. Pourquoi vous les attendez? Pourquoi vous les attendez? Parce que nous pouvons nous retrouver autour de notre destin commun, autour du Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de dire, au-delà de toutes les idéologies, que depuis 6 ans au moins, il y a 2 camps au Sénégal. Il y a le camp de Benno Bokk Yakaar qui a travaillé autour du Yoonu Yokkute, qui travaille maintenant autour du plan Sénégal émergent, qui considère que le président Macky Sall est en train de faire de bonnes réalisations économiques. C'est leur camp. Et vous, dans leur camp, vous voyez tout. Vous voyez des trotskistes, des économistes, des libéraux. Donc ce n'est pas une question idéologique. Vous voyez, de l'autre côté, toute cette opposition qui ne croit pas en Macky Sall. On peut ouvrir une parenthèse pour dire que la plupart des membres de cette opposition font partie intégrante de ceux qui avaient élu le président Macky Sall en 2012 et qui ont connu des désillusions et qui ont décidé de sortir du pouvoir pour aller faire une autre offre programmatique. Donc au-delà des idéologies, on a ces 2 camps-là. Et votre camp, il n'y a pas de mélange. Et dans notre camp, il n'y a pas de mélange. Il y a de mélange. C'est pour ça que je dis au-delà des questions idéologiques. Je ne vois pas ça. Nous, notre seule idéologie aujourd'hui, c'est le Sénégal.
comment faire en sorte pour que le Sénégal soit un pays développé. On n'aura pas le temps d'entrer dans les débats. Est-ce que ce n'est pas l'idéologie partagée finalement, le Sénégal? Oui, mais au moins il y a une ligne de fracture avec deux camps. Ceux qui considèrent que le Macky Sall avec son PSE est sur la bonne voie et tous les autres. Et parmi tous ces autres, nous avons indubitablement le camp de Khalifa Sall, qui ne se retrouve pas dans la politique économique et sociale du président Macky Sall. Nous avons Maître Abdoulaye Wade avec son fils qui était candidat dans notre camp. Il y a des discussions entre ces leaders et votre candidat. Les discussions n'ont jamais été rompues, mais je dois préciser que ce ne sont pas des discussions autour de personnes. Ce ne sont pas des discussions autour d'ambition présidentielle. Ce sont des discussions autour du projet d'un Sénégal gagnant. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et si nous nous retrouvons, nous n'avons aucun complexe à travailler avec Karim Wade, avec Abdoulaye Wade, avec Khalifa Sall. Et nous l'appelons d'ailleurs de tous nos voeux. Nous appelons de nos voeux que les leaders de ces deux camps, de Khalifa Sall et d'Abdoulaye Wade, viennent discuter avec nous. Ou mieux, s'ils veulent, nous allons nous déplacer pour discuter avec eux. Vous l'avez fait. Votre candidat est allé rendre visite la semaine dernière à Khalifa Sall, qui se trouve emprisonné à Rebeuss, condamné à 5 ans, puisque c'est également la dernière décision rendue par le Conseil, par la Cour suprême. Il avait introduit un pourvoi en cassation. Il n'est pas candidat. Votre candidat a dit ceci: j'irai le chercher si je suis élu. Peut-on comprendre ce genre d'engagement tout en dénonçant le manque d'indépendance de la justice sénégalaise? Moi, je trouve que tous ceux qui ont analysé cette déclaration du président Idrissa Seck sous l'angle d'une injonction du pouvoir exécutif au niveau du pouvoir judiciaire l'ont fait à dessein. C'est mon intime conviction. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, le président de la République a des prérogatives constitutionnelles. Parmi ces prérogatives constitutionnelles, il y a la grâce présidentielle. C'est la grâce. Mais justement, le président de la République peut gracier un voleur de poulet, un voleur de mouton, un prisonnier politique. Je viendrai le chercher. C'est un symbole. Ça, c'est pratiquement une traduction wolof. Dina ñëw jël si ko. C'est un symbole, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Mais on verra nulle part un président de la République se mettre en jean et en Lacoste, aller devant Rebeuss et sortir en prisonnier. Donc je considère que ceux qui ont fait cette analyse l'ont fait à dessein. Est-ce que ce n'est pas le genre de déclaration dont il faut se garder de faire? Non, justement, c'est de la communication politique. Dans la communication politique là, ce qu'il faut comprendre, en venant dire Dina ñëw jël si ko, je viens le prendre à Rebeuss, ça c'est l'aspect volontarisme politique. Je l'ai dit, je vais le faire. Et de l'autre côté, du point de vue purement juridique, la grâce présidentielle est une prérogative constitutionnelle qui appartient au président de la République élu. Donc pour nous, il n'y a aucune forme de polémique là-dessus. D'ailleurs, vous verrez dans notre programme, on va peut-être en parler, que nous disons très clairement qu'on va déconnecter le président de la République du système de régulation directe de la justice. C'est un engagement et le président Idrissa Seck, une fois élu, va s'y conformer. Alors, la compréhension que certains auditeurs ont de cette déclaration de votre candidat, ils ont réagi sur Facebook, ils ont réagi sur WhatsApp, c'est de dire que le débat sur l'indépendance de la justice est un débat important. Tout à fait. Que les pouvoirs du président de la République devraient être réduits, c'est ce que la remarque font certains. Tout à fait. Le Conseil supérieur de la magistrature, mais également le lien entre le parquet et le ministère de la Justice. Quand votre candidat fait une telle déclaration, il pense qu'il y a une différence entre ce qu'il dit réellement et ce qu'il pense aussi. Non, mais réellement, parce qu'il faut juger les gens sur la base de ce qu'il a dit. Il faut juger déjà sur la base de ce qu'il a dit, mais pas sur la base de ce que certains voudront comprendre par eux-mêmes. Encore une fois, quand il dit « je vais aller sortir Khalifa », il veut utiliser une prérogative constitutionnelle. Quelle que soit la réforme proposée dans la Constitution au Sénégal, même si on diminuait les pouvoirs du président de la République, dans tous les pays du monde, le président de la République aura toujours cette prérogative de gracier des prisonniers. Mais non, mais c'est lui-même qui dit qu'il ne siégerait plus au Conseil supérieur de la magistrature. C'est dans le programme. C'est dans le programme, oui. Ouais, il y a une contradiction quand même. Non, ça n'a rien à voir, entre les deux. Non, ça n'a rien à voir. Je suis président de la République. Je ne suis plus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne vais plus faire des injonctions intempestives au niveau du déroulement de la justice de mon pays.
Je le mets dans la Constitution. Donc je n'ai plus cette prérogative. Mais en même temps, la Constitution donne au président de la République la possibilité de gracier. Moi, je pense qu'il y a un amalgame qui est entretenu à dessein pour faire un mauvais procès au candidat Idrissa Seck. Mais ce sont des choses qui sont totalement différentes. La déconnexion du pouvoir du président de la République par rapport à la justice n'a rien à voir avec sa prérogative de grâce présidentielle. D'ailleurs, le président de la République actuelle, qui n'a pas hésité à instrumentaliser la justice à des fins politiques à plusieurs reprises, a utilisé cette grâce. Le président actuel, dans un entretien il n'y a pas longtemps, a fait état d'une éventuelle amnistie de Karim Wade, et en tout cas de Karim Wade surtout. Est-ce que votre candidat irait dans ce sens? C'est une prérogative constitutionnelle et c'est envisageable. Idrissa Seck c'est envisageable parce que d'initier, parce que l'amnistie c'est une loi votée par l'Assemblée nationale. C'est envisageable. Peut inspirer, initier l'initiative de la loi. Vous envisagez d'amnistier Karim Wade? C'est envisageable. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire sous forme d'engagement, mais c'est envisageable ne serait-ce que sur le principe. Sur le principe que les lois et la Constitution du Sénégal permettent à un président de la République d'initier une loi d'amnistie. De ce point de vue, c'est envisageable. L'autre argument qui est plus politique, c'est que nous avons l'intime conviction que tout le procès de Karim Wade n'a pas été fait seulement sur la base de la reddition des comptes. Alors, cela a été un procès purement politique. Ça a été tellement purement politique d'ailleurs que l'actuel tenant du pouvoir, le président Macky Sall en l'occurrence, et ses collaborateurs n'ont pas hésité à nous dire, entre guillemets, que tant que Karim Wade est à l'extérieur du Sénégal, l'argent qu'il nous doit ne pose pas un problème. On n'a initié aucune procédure nationale ou internationale de recouvrement de cet argent qui appartient en principe selon eux aux contribuables sénégalais, mais qu'il s'intéresse à cet argent que quand il viendrait. Donc tout dans ce procès a été politique. L'amnistie est une prérogative constitutionnelle qui pourrait appartenir au président de la République et à l'Assemblée nationale, oui, c'est envisageable. Maintenant, je suis clair, je ne suis pas en train de dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que le président Idrissa Seck envisage, mais c'est dans ses possibilités. Grâce pour Khalifa Sall, amnistie pour Karim Wade. C'est une possibilité. Expliquez-nous pourquoi. Grâce pour l'un, amnistie pour l'autre. Parce que c'est une prérogative présidentielle. Nous constatons que ces deux procès n'ont pas été faits dans l'intérêt des citoyens sénégalais, n'ont pas été faits dans l'intérêt de la gouvernance économique et politique du Sénégal, et cette prérogative présidentielle pourrait être utilisée. Est-ce que justement là, on n'entre pas dans un jeu de surenchère? Non, je ne suis pas en train de vous dire. Vous prenez cet engagement ou vous parlez de cette éventualité parce que le président sortant a eu à le dire aussi. Non, le président sortant n'est pas dans le même paradigme que nous. Oui. Le président sortant, avec des calculs électoraux. Il a eu un mandat où il a eu des adversaires devant lui. Il s'est organisé à travers la justice pour les éliminer. Et une fois qu'il aura acquis la certitude d'un deuxième mandat, il va les libérer. C'est un jeu que tout le monde comprend. Donc c'est lui qui est dans la surenchère. Je précise en tant que porte-parole que je ne suis pas en train de dire que le candidat Idrissa Seck a pris l'engagement, d'amnistier Karim Wade. L'engagement maintenant de gracier Khalifa, oui, c'est une déclaration qu'il a faite et qui est adossée à ses prérogatives institutionnelles, oui. Mais pour Karim Wade, c'est une possibilité qui existe dans le droit sénégalais, c'est une possibilité qui va être rigoureusement étudiée par le candidat Idrissa Seck, et quand il prendra un engagement, il communiquera sur cela avec les Sénégalais, comme il a eu à le faire pour la grâce de Khalifa Sall. Retour de l'ancien président Abdoulaye Wade jeudi prochain. Vous vous attendez à son soutien. Est-ce que vous irez l'accueillir? Nous nous attendons surtout à voir un président Abdoulaye Wade radieux qui débarque au Sénégal, terre de ses ancêtres, terre de sa famille, et qui aura droit certainement à un accueil particulièrement important. Nous sommes meurtris, nous, au niveau de la coalition IDI 2019, de voir que le président Wade n'a jamais été traité par l'actuel régime à la dimension de son génie, à la dimension du rôle qu'il a joué pour le Sénégal. Même s'il avait été un président nul, ce qu'il n'a jamais été, il a été un président brillant sur un certain nombre de sujets. Il mérite les égards de la République. Et nous considérons que le président de la République actuelle ne lui a jamais donné la dignité nécessaire. Il ne lui a jamais donné le respect qui lui est dû. Donc le fait de le voir précisément, mais en tout,
en tout. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier l'information, mais j'ai vu un article de presse hier qui disait que le building administratif qui vient d'être rénové et réouvert, on y a mis la galerie des anciens présidents et que la photo du président Wade n'y est pas. Bon, j'ai pas vérifié, mais c'est un article de presse. Oui, bien sûr. Je fais confiance à nos journalistes. Et j'avoue que je n'ai pas non plus Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Vérifier cette information? Oui. Ouais, mais moi, je donne la source. Si vous allez sur Internet, vous allez le voir. Mais je ne suis pas allé au building administratif pour le voir. Mais ce serait un cas de manque de reconnaissance pour le travail du président Abdoulaye Wade. Regardez toutes les inaugurations qui ont été faites, y compris celle relative à l'aéroport international Blaise Diagne, qui a été un projet réfléchi, pensé, financé par le président Abdoulaye Wade. On ne l'y a pas vu, il n'y a pas été. On a quand même entendu Abdourahmane, il y a eu un projet même de débaptiser cet aéroport pour qu'il porte le nom d'Abdoulaye Wade. On a entendu le président Abdoulaye Wade aussi dire publiquement qu'il est autour des Dara. Il est où le projet? Voilà. Non, il est où le projet? Oui, parce qu'on l'a quand même entendu en disant je ne veux qu'on porte aucun nom. Voilà, laissez-moi tranquille. Depuis qu'il n'est plus président, le président Abdoulaye Wade a été acculé jusque dans ses derniers retranchements. Le président Abdoulaye Wade a été humilié tous les jours. Son fils, sa famille, son parti a été humilié. Regardez ce qui s'est passé au niveau du Parti démocratique sénégalais. Combien de membres du PDS ont été à Rebeuss sous la base de l'article 80? Qui en sont sortis sans aucune preuve de leur culpabilité. C'est le parti qui a été acculé. Le président Wade a été acculé. Si le président Macky Sall avait fait l'effort, 1/10 de l'effort qu'il a fait pour mettre le président Abdou Diouf à la lumière, il aurait eu peut-être l'assentiment du président Abdoulaye Wade. Mais pour revenir à la Mais on se souvient aussi des déclarations très dures d'Idrissa Seck à l'endroit d'Abdoulaye Wade. Oui. Très bien. Qui était pourtant président de la République. Aujourd'hui, en exercice, il faut distinguer le jeu politique, qui a des hauts, des bas, les gens qui sont aujourd'hui ensemble, qui ne sont pas demain ensemble parce qu'ils ne sont plus d'accord sur des choses essentielles, et la posture du président Macky Sall, qui est le président de la République et qui a un certain nombre d'obligations vis-à-vis d'un ancien président de la République. On n'est pas le président en exercice également, on lui doit des égards. Il y a des propos qu'on doit s'abstenir de tenir. Non, mais attends, est-ce qu'on a tenu des propos Oui, je n'ai pas besoin de revenir sur exactement ces propos. Je me garderai de les répéter, moi, mais on s'en souvient. D'Idrissa Seck vis-à-vis du président Macky Sall? D'Abdoulaye Wade, qui était président de la République. Par exemple, allez-y, on ouvre la discussion. Je n'ai pas besoin, moi, de les répéter. On a été dans serait perçu comme une insulte. Non, je me rappelle. Serait perçu comme une insulte. Je ne vois pas. Je crois savoir à quoi vous faites référence. Très bien. Ça a été une source coranique mal interprétée. Vous savez, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Idrissa a fait l'objet de beaucoup de calomnies. Il a été combattu. On lui a fait des procès. Même quand il dit des choses qui sont claires et pas sujettes à interprétation, il arrive que les gens dévient la trajectoire de ses paroles pour lui coller un mauvais procès. Lui-même, il l'a dit une fois, une phrase qui m'a beaucoup fait sourire. Il a dit, man, dañ ma peinture, ba man sax buma xolete sama bop ci seetu duma neex sama bop. C'est la réalité. Autrement dit, en français. Non, mais ça veut dire qu'on lui a tellement collé de défauts que lui-même ne s'aimerait pas s'il se regardait devant une glace. On est le 3 février 2019, début de la campagne électorale au Sénégal. Abdourahmane Diouf, porte-parole du candidat Idrissa Seck et du parti Rewmi. Premier meeting à Thiès, son fief. Pourquoi ce choix? Alors, nous espérons avoir un raz-de-marée à Thiès. En fait, quand vous devez aller dans un grand voyage pour aller à la découverte, à la redécouverte de votre pays, quand vous devez aller parler à tous les citoyens de votre pays, c'est bien quand même de vous préparer chez vous, dans votre fief, avec votre clan, avec votre famille, avec votre amis. Vous invitez tous les coalisés, vous invitez tout votre parti. Nous voulons engranger le maximum de confiance à partir de Thiès pour aller à l'assaut du territoire national. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous espérons un raz-de-marée humaine qui permettra de déterminer la réalité des forces politiques dans ce pays. Nous n'avons pas fait les choses comme les autres.
Nous ne nous avons pas vu faire de grandes démonstrations de force de mobilisation durant la pré-campagne électorale et dans le dernier trimestre du mois de l'année 2018. Nous avons été dans la stratégie du silence. Ça a été le silence par l'absence de parole, ça a été le silence par l'absence d'actes. Nous avons travaillé en sourdine et aujourd'hui nous pensons que le travail est en train de donner ses fruits et nous allons essayer de faire la démonstration de force aujourd'hui. Il est clair, à notre avis, qu'avec la coalition que nous avons aujourd'hui, avec le travail en souterrain que nous avons mené, avec le programme que nous sommes en train de boucler, il devient même indécent, à la limite, certaines déclarations par rapport à une victoire de l'actuel président à un premier tour deviennent indécentes et seraient même source d'une certaine violence. Parce que l'objectif du pouvoir, c'est de passer au premier tour. C'est un objectif qui n'est pas réaliste, c'est un objectif qui n'est pas lucide. Qu'est-ce que vous le faites? Déjà, je vous donne juste un exemple en termes de statistiques électorales. Vous avez les chiffres là devant les yeux, vous pouvez les regarder avec moi. En 2000, on a eu 2 tours. En 2012, on a eu 2 tours. Ça veut dire que la tendance sur les 3 dernières élections présidentielles, c'est une tendance en un deuxième tour. Il y a eu 2007. 2007, du point de vue des statistiques électorales, doit être considéré comme une exception. L'exception que le président sortant, Maître Wade en l'occurrence, ait obtenu 55%, ce qui n'est pas un raz-de-marée. Cela veut dire qu'il a juste eu 5% au-dessus de la moyenne pour passer au premier tour. Et encore une fois, c'était une exception. Et le président Wade avait bâti cette victoire exceptionnelle sur des résultats exceptionnels dans les grandes agglomérations urbaines où il y avait une forte présence démographique. Et c'était en l'occurrence Touba et Dakar. Pour pouvoir faire 50%, qui encore une fois n'est pas un raz-de-marée, il a fallu que le président Wade fasse à Mbacké 82% du suffrage. 82%. Il a fallu qu'il fasse à Dakar, région très controversée, département très controversé du moins, 52%. Ce sont ces chiffres exceptionnels à Dakar et à Mbacké qui lui ont permis de franchir la barre des 50%. Si vous regardez la coalition Benno Bokk Yakaar, dont le bloc est en train d'être reconduit pour l'élection présidentielle, toute proportion gardée. Là où Wade avait fait 52% à Dakar, lors des dernières législatives, il y a juste 1 an et demi, la coalition Benno Bokk Yakaar a fait 33%. Un déficit de 19 points en termes de pourcentage, qu'il ne peut pas rattraper. Là où Wade avait fait 82% à Mbacké, lui, ils ont fait à Benno Bokk Yakaar 35%. Un déficit de 47%. Vous ne pouvez pas faire 35% à Mbacké, faire 33% à Dakar et dépasser la barre des 40%, c'est mathématiquement, statistiquement, totalement impossible. Donc aujourd'hui, si on vous ajoutez à tout cela le jeu des alliances, regardez la coalition que nous sommes en train de mettre en place. C'est pratiquement la coalition de toute l'opposition réunie. On n'est pas dans l'unicité de l'opposition, mais on est dans l'unité de l'opposition. Je ne fais pas fi des autres composantes comme PUR, comme Ousmane Sonko, comme Madické, mais la sociologie électorale sénégalaise montre qu'aujourd'hui, en termes de suffrage, nous avons potentiellement la plus grande coalition. Donc, je le répète, pour la paix sociale, pour une campagne électorale apaisée, certaines déclarations pourraient être considérées comme de la provocation parce qu'elles porteraient les germes d'une violence. Continuer à dire dans ce contexte électoral, avec cet équilibre des forces qu'on est en train de mener, que le président de la République va gagner au premier tour, c'est une provocation et je pense que les Sénégalais ne l'accepteraient pas. Mais dans une élection avec 2 hypothèses, d'une victoire au premier tour. C'est une victoire, c'est une hypothèse très théorique dans le contexte actuel. Hypothèse d'un second tour, chacun des camps est en train d'avancer ses pions et de faire des déclarations. Mais nous regardons actuellement les statistiques électorales, nous savons qu'il y aura un deuxième tour. Alors maintenant, nier tout cela pour vouloir faire un forcing et travailler sur la psychologie des gens par rapport à une victoire du premier tour, je dis que ça pourrait être germe de violence. Pour mettre le président sortant en ballottage, votre candidat Idrissa Seck doit convaincre à travers un programme qui s'intitule Sénégal gagnant. Sénégal gagnant versus Sénégal émergent de Macky Sall. Sénégal gagnant, bon, vous voyez que vous avez la primauté du Sénégal gagnant parce qu'on voit qu'il y a des drafts qui ont circulé mais qui ne sont pas encore la version finale du programme. Je vous ai dit qu'aussi par respect pour les coalisés, nous sommes en train de travailler à la dernière mouture. Oui, c'est cette vision 1, 3, 15, 45 qui fait peur apparemment que nous sommes en train de dérouler. Mais pourquoi je reviens le fétichisme des chiffres? 4-4-44 chez Idrissa Seck en 2012, 4e président. 4-4-44 a été
44, 44, 44, ça a été beaucoup popularisé par Youssou N'Dour, qui est maintenant dans le camp du pouvoir. Hein. Alors le 1, 3, 15, 45, c'est rien de mystique, c'est pas du fétichisme des chiffres, c'est juste une façon très pragmatique de populariser notre programme pour que tout le monde puisse comprendre. 1, c'est le Sénégal, nous l'avons dit. 3, ce sont les 3 axes programmatiques, gouvernance, sécurité et économie. 15, ce sont les 15 visions programmatiques, un Sénégal ambitieux, un Sénégal fier, un Sénégal équilibré, etc. Et 45, les 45 déclinaisons. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que peut-être que je n'aurai pas le droit, parce que ceux qui ont fait l'émission de 10 heures ne sont pas là pour répondre. J'ai entendu faire des analyses sur une certaine vacuité des programmes par rapport à un certain nombre d'attentes. Je le dis très respectueusement vis-à-vis de Dr Cheikh que j'ai entendu. Il n'a pas lu notre programme. Parce que notre programme parle de toutes les thématiques, notre programme a été inclusif et notre programme, je ne sais pas si les autres l'ont fait de la façon où nous l'avons fait, mais notre programme présente un cadrage économique avec des chiffrages. Nous allons dire où est-ce que nous allons prendre l'argent, où est-ce que nous allons le mettre. Maintenant, pour revenir sur les atouts du président, mais j'aimerais bien. Au-delà de la différence entre le programme du candidat Idriss Seck et un programme existant qui est appliqué depuis 7 ans, le plan Sénégal émergent du président. Alors, si je devais donner qu'une réponse sur un seul élément, c'est que notre programme met le Sénégal d'abord. Le Sénégal d'abord. Sénégal émergent, ça ne met pas le Sénégal d'abord. Absolument pas. Tout dans le programme du président Macky Sall, tout dans les réalisations du président Macky Sall, tout dans les actions publiques du président Macky Sall sont totalement en contradiction avec les intérêts économiques du Sénégal et du Sénégal. America first, Sénégal first. Sénégal d'abord. Vous n'inventez pas. Hein. Personne n'invente. Pas assez créatif. L'origine, c'est Mom Sereo. On était jeunes, vous et moi. On ne va pas aller donner la paternité à un Trump alors qu'un Sénégalais pontin l'a créé ici. Justement, un bon Sénégalais pontin l'a créé en 1978. Nous n'avons toujours pas un leader économique capable de mettre ça en œuvre. Maître Wade a été un champion de la diversification du partenariat économique. Mom Sereo, Cheikh Anta Diop, c'est ça? C'était Majmout. C'était Majmout. Très bien. Voilà. Maintenant, le président Abdoulaye Wade a été un champion de la diversification du partenariat. Le président Macky Sall a pris toute notre économie, je dis bien toute notre économie, pour les mettre entre les mains des étrangers. Nous, si vous lisez le manifeste de notre programme, la dernière phrase, c'est que Idriss a dit: je puis vous garantir que pour toute la durée du quinquennat, le Sénégal et les Sénégalais resteront ma priorité. À chaque fois qu'il faudra prendre une décision, amorcer une politique publique, signer un contrat international, faire un arbitrage public, je ne me poserai qu'une seule question: est-ce que les intérêts du Sénégal et des Sénégalais sont sauvegardés? Ce sera ma boussole. C'est ça la différence fondamentale entre le président Idrissa Seck et le président Macky Sall. L'un préfère Demba, l'autre préfère Dupont. Vous allez dégager les entreprises françaises? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas du tout dans ça. Nous allons... Puisque c'est souvent la critique qui revient contre le président Macky Sall. En fait, nous sommes dans un monde... dont l'envoyé spécial Aminata Touré était là, devant ce micro la semaine dernière, pour contester ces accusations et cette thèse. Mais ces accusations... Mais pour être précis, allez-vous dégager les entreprises françaises? Non, nous n'allons pas dégager les entreprises françaises. Nous l'avons dit, notre patriotisme économique n'est pas la détestation des autres. C'est un patriotisme économique qui s'appuie sur la préférence nationale, sur la défense de nos intérêts. Nous sommes dans un monde mondialisé, excusez-moi la redondance, où le Sénégal a signé des accords internationaux. Je vous donne juste un exemple pour vous montrer comment on peut trouver un équilibre entre les investissements internationaux qui arrivent, dont on a besoin, et la nécessité de prise en compte de nos intérêts économiques nationaux. C'est Auchan et Carrefour qui sont en train d'arriver. Sur Auchan, nous ne sommes pas pour la position d'extrémisme de dire Auchan dégage. Parce que le Sénégal est un pays ouvert et les Français ont le droit de venir faire des investissements. Donc de ce point de vue, vous ne pouvez pas dire je dégage la France. Mais une fois que Auchan est là, vous, en tant que République souveraine, vous lui mettez un certain nombre de conditionnalités qui permettent de tenir en compte vos intérêts. Vous pouvez dire, à Auchan, je voudrais que tout le personnel soit exclusivement sénégalais. C'est une conditionnalité. Vous pouvez dire, même dans le personnel de direction, parce que des fois les multinationales arrivent en recrutant du personnel local, mais en ayant une direction totalement étrangère. Vous pouvez leur dire, 60, 75%, 80% de la direction
doit être sénégalaise. 3, vous pouvez leur dire, puisque vous pouvez constituer une menace pour les commerçants sénégalais, vous créez une limite géographique. Par exemple, en disant, Auchan ne peut pas s'installer à moins de 1000 mètres ou 2000 mètres des commerçants sénégalais. C'est une restriction qui est aussi légale. Vous créez, et ça c'est dans notre programme, vous créez des centrales d'achat, vous dites à Auchan, tant qu'il y aura une tomate ou des oignons sénégalais disponibles sur le marché, vous n'avez pas le droit de commercialiser de la production étrangère. Et comme cela, vous avez les investissements mixtes qui viennent du national et de l'international, et vous avez la protection des intérêts de vos propres commerçants. Coût du programme en attendant sa validation définitive du candidat Idrissa Seck, 2875,116 milliards par an, 13 710,255 milliards pour le quinquennat. Idrissa Seck, dans en tout cas le draft que j'ai lu, envisage de taxer les riches et de protéger les pauvres. Pour sa politique fiscale, tout en n'étouffant pas les riches. Mais oui, ma question, depuis quand Idrissa Seck n'est plus un libéral? Mais je vous ai dit que le libéralisme sénégalais est un libéralisme social, forcément. Regardez l'histoire politique du Sénégal. Qui a le plus libéralisé que les socialistes? Ce sont les socialistes avec les programmes d'ajustement structurel qui ont dit à l'époque, le président Abdou Diouf, moins d'État, mieux d'État. Abdoulaye Wade est un libéral, il a redonné à l'État le sens du service public. Vous ne pouvez pas être un pays moins avancé comme le Sénégal et prôner, même si vous êtes un libéral, prôner tous azimuts le retrait de l'État des politiques publiques. Ce serait totalement suicidaire pour notre pays. Il y a des pays qui ont atteint un certain niveau de développement qui peuvent laisser ce qu'ils appellent la main invisible du marché régulé. Chez nous, la régulation doit se faire d'abord et avec l'État. Parce que le service public est important. Si vous dites aujourd'hui que l'État ne doit pas avoir de main mise sur les publics, le pauvre paysan de Matam n'aura jamais de robinet. Parce que la société, l'opérateur d'eau qui s'en occupe, ne va pas trouver utile d'aller faire des investissements dans le Matam ou dans le Podor. Donc l'État doit être présent. Donc quand on dit nous taxer les forts sans les asphyxier, c'est aussi un travail d'équilibre que nous devons faire. Il faudrait Allez-vous augmenter l'impôt sur les sociétés? Pas spécialement sur la structure des sociétés, mais nous allons mettre en place un jeu économique qui fait que quand les multinationales qui sont au Sénégal soient par exemple obligées de réinvestir au moins 50% de leur marge bénéficiaire au Sénégal, pour éviter que les marges bénéficiaires faites au Sénégal soient transférées dans d'autres pays. Ça, c'est une mesure forte. Mais l'autre mesure forte... Bizarre venant d'un libéral. Hein? Non, mais on ne peut pas encore, Mamadou, on ne peut pas être dans la posture... Ce n'est pas un candidat qui fait dans la surenchère tout en sachant que le président de la République et qui se proclame libéral partout, qu'il ne le ferait pas. Non, mais on le fera. Quand vous avez une multinationale dans votre pays, la multinationale travaille avec les lois et la réglementation de votre pays. Vous pouvez avoir des conditions incitatives en matière d'investissement, mais vous devez avoir aussi des éléments de contenu local. Et dans les éléments de contenu local, vous pouvez lui dire, si vous faites 1 million de bénéfices, mais au moins investissez les 500 millions dans la République du Sénégal. Mais l'autre mesure forte, c'est qu'il y a beaucoup d'exonérations fiscales abusives pour les grandes entreprises. Totalement abusives. Et c'est là où nous disons, c'est notre diagnostic, au Sénégal, ce sont les plus pauvres qui payent. Le fonctionnaire qui a un salaire de 100 000 francs ne va pas échapper à l'impôt de l'État. La grande entreprise qui doit à l'État 10 milliards pour venir négocier et payer 3 milliards au lieu de 10 milliards et nous perdons 7 milliards. Et si vous voyez dans notre cadrage économique, vous vous rendrez compte que rien qu'en optimisant ces exonérations fiscales, nous gagnons 200 milliards par an que nous réinvestissons dans l'économie sénégalaise. Et ensuite, nous disons que pour les petites et les moyennes entreprises, il ne faut pas trop les surtaxer. Il faut leur laisser un délai qui leur permettent de se déployer, de payer leurs prêts bancaires, de recruter du personnel avant de leur soumettre à une certaine frénésie fiscale. Idrissa Seck converti au socialisme, je vous provoque un peu, prévoit un salaire familial adossé à une activité génératrice de revenus. Ça rappelle la bourse de sécurité familiale du président Macky Sall. Et sur ce chapitre social, vous dites résorber la dette de la couverture maladie universelle, mais vous ne la supprimez pas.
Non. N'êtes-vous pas en phase quelque part avec non, mais le président Macky Sall sur le plan social, sur ces deux sujets, sur la bourse de sécurité familiale ou salaire familial? Vous savez, vous n'avez jamais entendu, la CMU. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un de Réumi dire qu'il faut supprimer la bourse familiale. Parce que c'est une mesure sociale, par excellence, qui a de l'impact. Même si c'est des petites sommes, ce sont des sommes qui ont de l'impact sur les gens à qui on le donne. Le raisonnement qu'on avait fait à l'époque, c'est que l'État ne doit pas entretenir cet assistanat. C'est pour ça que nous disons, avec les salaires familiaux, que cette bourse familiale sera adossée à une activité. L'activité peut même ne pas être une activité professionnelle au sens classique du terme. C'est une façon de revaloriser le travail de la femme sénégalaise. Vous avez une femme sénégalaise, ménagère de moins de 50 ans, qui est chez elle, qui fait le petit déjeuner, qui amène les enfants à l'école, qui prépare à midi, qui fait le linge, etc. Dans la sociologie professionnelle sénégalaise, on considère qu'elle ne travaille pas. Alors nous, ce que nous sommes en train de faire avec ces salaires familiaux, c'est de quantifier le travail de cette ménagère et de lui dire, vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas, vous avez un salaire, mais ce que vous êtes en train de faire pour votre famille équivaut à 50 000 francs par exemple par mois, et nous allons vous le donner, non pas sous forme d'assistanat, mais sous la forme de la reconnaissance du travail que vous êtes en train de faire pour l'entité familiale du Sénégal. Sur la CMU, mais personne n'a jamais dit que la couverture maladie universelle n'est pas bonne. Personne. Seulement au Sénégal, cette couverture, elle n'est pas universelle, et on n'a pas mis en place des modes opératoires qui lui permettent de continuer à fonctionner. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a été une invention ingénieuse, et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage au défunt Khalifa Ababacar Mbengue. Je l'ai vu, moi, de l'opposition, faire un excellent travail. Mais le travail qu'il a fait n'a pas pu être rendu opérationnel, parce que derrière l'État n'a pas les moyens, en tout cas l'État ne sait pas trouver les moyens de financer cette dimension sociale. Alors si dans un pays, vous ne trouvez pas les moyens de financer la santé, si vous ne trouvez pas les moyens de financer l'éducation, et vous prenez ces moyens pour les mettre dans un terre qui coûte 3 fois plus cher que ce qu'il devrait coûter, ça veut dire que vous n'avez pas de vision, ça veut dire que vous n'avez pas de cohérence dans votre programme. Nous l'avons dit, on a donné l'exemple de l'agriculture, on a dit qu'avec l'argent investi dans le terre, on allait mettre en place 120 000 exploitations familiales. Justement, sur l'agriculture, j'ai parcouru, j'ai été étonné de voir d'abord que l'agriculture est en 23e position dans le listing des 45. C'est pas des positions hiérarchiques. Oui, vous êtes quand même... non, c'est pas l'agriculture à la 23e position. C'est pas c'est la principale activité économique. Et je n'ai pas vu un engagement ferme à assurer l'autosuffisance alimentaire. Ah non, alors là, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de regarder. Nous récusons même la sécurité alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. Nous parlons de souveraineté alimentaire, c'est plus fort. Bon. Ah, c'est important. Allez-y. La sécurité alimentaire, ça veut dire que vous avez de quoi manger. Vous ouvrez votre frigo, vous trouvez du poulet, vous trouvez du fromage, vous avez de quoi manger. Mais ce que vous mangez ne vient pas de chez vous. La souveraineté alimentaire, moi, Baïdoundé. Ça veut dire que ce que vous avez à manger provient de votre production. Rappelez-vous les émeutes de la fin de 2008. Nos pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, avaient de l'argent pour acheter du riz. Mais on ne trouvait pas de riz sur le marché international parce qu'il y avait une restriction des quotas. Alors, c'est parce que nous étions en situation de sécurité alimentaire que nous avions notre argent, mais nous n'avions pas de riz. Nous, la politique que nous préconisons au niveau de l'agriculture, c'est de ne pas dépendre de l'extérieur, de pouvoir produire de façon suffisante partout, dans les céréales et dans tous les domaines, pour ne pas dépendre de l'extérieur. Donc notre engagement de ce point de vue est un engagement particulièrement fort. Mais j'insiste sur le fait que nos 45 thèmes ont été organisés de façon thématique. Ce n'est pas un classement. Absolument pas. Abdourahmane Diouf, porte-parole de Réumi et surtout du candidat Idrissa Seck à la tête de la coalition IDI 2019 et l'invité du jury du dimanche. Khalifa Diakhaté s'excuse pour aujourd'hui parce qu'il est en plein tournage. Depuis hier, nous sommes en train de tourner des émissions destinées à la nouvelle chaîne de télévision du groupe U-Média, dont le lancement de la phase test d'ailleurs commence le 3 février. Vous aurez l'occasion dans les prochains jours, les prochaines semaines à apprécier certainement cette nouvelle chaîne de télévision J'espère surtout que vous aurez l'occasion de proclamer la victoire du président Idrissa Seck. Qui vient, disons, je l'espère. Non, je n'ai pas dit ça. C'est mon espoir. Oui, c'est votre espoir. Cela n'engage que vous. Voilà. Mais en tout cas, on espère que c'est un contenu qui va plaire au public sénégalais. Je rappelle donc que nous recevons Abdourahmane Diouf, mais sur les questions toujours économiques et sociale, on le dira, il y a la lancinante question
de l'emploi. Vous promettez 140 000 emplois par an, quand on a sur le marché du travail au Sénégal autour de 200 000. Qu'allez-vous faire du gap de 60 000 d'emplois? C'est justement cela qui vous permet de voir et de voir aux populations que nous sommes dans des populations réalistes, dans des projections réalistes. C'est une équipe d'économistes, de statisticiens extrêmement chevronnés, des Sénégalais qui ont fait ce travail. Ça aurait été très démagogique de venir dire nous allons résorber le chômage en un quinquennat. Ce n'est pas possible. Mais nous avons mis en place une politique pour résorber ce chômage de façon graduelle. D'ailleurs, on n'y insiste pas souvent, mais même les statistiques de l'ANSD montrent que le taux de chômage durant le bilan du Macky Sall a augmenté. Ils ne le disent pas eux-mêmes alors que c'est dans les statistiques de l'ANSD. Donc oui, c'est une projection réaliste. Nous avons vu un candidat qui dit qu'il va créer 500 000 emplois. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. Il a dit qu'il a créé 490 000 emplois. Récemment, quand il faisait le bilan devant des confrères le 31 décembre. Oui, mais ce n'est pas conforme à la réalité économique. Et en précisant, compte non tenu des emplois créés par l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture. Ce n'est absolument pas conforme à la réalité économique du pays. Nous avons fait une projection réaliste de la création de ces 147 000 emplois par année. C'est faisable. Et rien que la proposition que nous avons faite sur l'agriculture, avec les 120 000 petites exploitations familiales, peuvent permettre de résorber en grande partie ce gap au moins à 50%. Mais j'insiste encore sur le programme. Nous avons ce programme-là, le Sénégal gagnant, qui a été inclusif, qui a été fait par des juristes, des économistes, des statisticiens sénégalais. Vous savez combien ça nous a coûté? Face à la caméra, si vous savez, voulez. Voilà, oui. C'est le Sénégal gagnant. Oui. Vous savez combien ça nous a coûté, ce 1, 3, 15, 45? 0 francs. Quelques nuits blanches. Vous avez fait travailler nous-mêmes. Si vous-même? C'est nous-mêmes. Je ne dis pas moi-même, Abdourahmane. Oui, toute l'équipe derrière, l'équipe des cadres du parti, l'équipe des cadres. On a même travaillé avec des gens qui ont une certaine neutralité politique. On a travaillé avec des gens de la diaspora. Mais je donne cet exemple pourquoi? Oui. Parce que quand le président Macky Sall nous a présenté son Yonou Yokouté, et qu'au bout de 2 ans de tergiversation, il a amené le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent avait été fait par des étrangers qui ne connaissent pas la réalité sénégalaise. Première faiblesse. Le plan Sénégal émergent nous a coûté 2,5 milliards. Ce programme nous a coûté quelques nuits blanches. Et nous nous en remettons. Et c'est des Sénégalais qui l'ont fait. Et ce programme, à mon avis, n'est pas moins digne que le programme Sénégal émergent. Programme d'un candidat. Programme d'un candidat. Qui pourrait évoluer demain. Effectivement, en fonction, qui ne pourrait pas être abandonné, qui pourrait évoluer. Le Yonou Yokouté a été... il dit que cela a évolué. Non, ça n'a pas évolué. Ça, c'est de la sémantique. C'est de la sémantique, mais vous savez tout bien qu'on ne va pas évoluer, on peut faire évoluer un programme en payant 2,5 milliards. Nous n'avons pas fait. En 1 minute 30, nous allons écouter quelques questions envoyées par des auditeurs. Aliou Diassé. Ma question est la suivante. Voyant aujourd'hui les jeux d'alliance qui existent et les coalitions, la façon dont se forment ces derniers et la transhumance, aujourd'hui, doit-on relativiser l'engagement politique? Et s'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur l'engagement politique au Sénégal, ce serait mieux. Question suivante quand même à l'UGC. Ma question va dans le sens de savoir, après les élections, si une fois que le candidat Idrissa Seck, il ne s'en sort pas comme victorieux de ces élections, et quelles sont les perspectives ou bien quelles sont les stratégies politiques qu'envisage le Rewmi politiquement, vu que son candidat, sa dernière présentation cette année, donc qu'est-ce que le Rewmi envisage après échec de ces élections? Abdourahmane Diouf, vous avez noté sur le jeu de la transhumance, écoute, il ne faut pas faire des amalgames non plus. Ça, ce sont les tenants du pouvoir qui essaient de légitimer la transhumance en disant que oui, si un candidat, par exemple Malick Gakou, va rejoindre Idrissa Seck, c'est la transhumance. Ce n'est pas exact. La transhumance dans le sens sénégalais du terme et même dans le sens global du terme, c'est qu'on quitte une situation moins confortable, économiquement en tout cas, pour aller vers une situation plus confortable. Quand quelqu'un est dans le jeu de l'opposition des alliances, ce n'est pas de la transhumance. Moi, dans la transhumance, l'élément... Ça, c'est votre définition. Mais c'est ce que les Sénégalais comprennent. Très bien. C'est-à-dire, quel est aujourd'hui l'intérêt d'aller vers Idrissa Seck alors que vous savez qu'Idrissa Seck ne va pas vous donner un poste de DG, ne va pas vous donner un poste de ministre. C'est de l'engagement qu'il faut saluer. La vraie transhumance, c'est aux côtés de Benno Bokk Yakaar. Et l'autre question, ne gagne nous pas. Nous envisageons pour le moment la victoire.
Et les tendances actuelles montrent que notre candidat ira au deuxième tour et gagnera au bout du deuxième tour. Dernière question, Abdourahmane Diouf. Allez-vous supprimer les fonds politiques? Question posée par des auditeurs. Nous allons les réduire, et à hauteur de combien? Nous allons les réduire. Mettons qu'ils sont autour aujourd'hui combien? De 8 milliards. On va les réduire. On n'a pas de combien? À hauteur de combien? On va les réduire. Vous ne vous engagez pas sur cette question? Non, on ne s'est pas engagé sur un taux, mais on va les réduire. Parce qu'il faut dire aussi aux Sénégalais, il ne faut pas être démagogique, il faut dire aux Sénégalais qu'un État, une République, a besoin de fonds pour financer un certain nombre d'activités. Mais au jour d'aujourd'hui, ces fonds sont exorbitants. C'est le premier problème, nous allons les réduire. Et ensuite, nous allons les soumettre à un contrôle. C'est clairement écrit dans le programme. Et le CFA, vous n'avez pas abandonné le CFA? Alors, le CFA, ce n'est pas que nous sommes pour le CFA, mais parce que nous sommes dans une procédure normale de création d'une monnaie unique de la CEDEAO. Et ce que nous appelons le dépérissement du franc CFA. Donc ça ne sert à rien pour nous de dire nous sommes pour, nous sommes contre, parce que nous sommes dans un espace économique de la CEDEAO qui pourrait fusionner avec l'espace de l'UEMOA, et on va indubitablement, pour ne pas dire fatalement, vers la création d'une monnaie unique. Et donc le CFA dépérirait de lui-même. Abdourahmane Diouf, porte-parole du candidat Idrissa Seck et du parti Rewmi, était l'invité du jury du dimanche en ce premier jour de la campagne électorale, 3 février. C'est la fin de notre émission. Merci d'être venu. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Mon dernier mot, c'est qu'il faut que les opposants comprennent. On est en campagne électorale. Il faut que les opposants comprennent. Les partisans d'Idrissa Seck, de PUR, de Ousmane Sonko et de Madické, qu'ils n'ont qu'un seul adversaire et que nous ne sommes pas des adversaires entre nous. C'est fondamental, c'est primordial pour créer les conditions d'un deuxième tour. Mais les Sénégalais aimeraient bien savoir c'est quoi vos différences. Vous présentez des programmes, qu'est-ce qui vous différencie? Merci Abdourahmane Diouf. À la technique, Aliou Diassé, Babacar Ndaoufay aujourd'hui à la caméra. Vidéo que vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube de notre groupe. Antoine Diouf dans un instant, le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Mentionnez également la collaboration de Sandra Ndiaye pour les réseaux sociaux. Merci, à très bientôt.